Connaissance. Recherche. Sciences. Sciences. Mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bonjour tout le monde. Je ne vous cache pas que c'est un moment tout à fait particulier pour moi, puisque c'est en réalité le vrai premier cours que je donne en tant que professeur au Collège de France. Certes, il y a eu la leçon inaugurale qui est un exercice tout à fait particulier. J'y reviendrai puisque au cours de cette leçon, j'ai introduit un certain nombre de choses que je souhaiterais évidemment maintenant développer un peu plus en profondeur. Donc cette chaire, c'est chaire de chimie des processus biologiques et évidemment c'est un champ absolument immense, tant mieux d'ailleurs, hein, puisque j'ai quelques années devant moi pour vous en parler. Et comme vous avez pu le voir cette année, et sans doute sur quelques années, j'ai choisi de me concentrer sur cette notion qui est pour moi absolument fascinante, qui est celle des enzymes. Comme je l'avais dit au cours de ma leçon inaugurale, pour moi, la catalyse enzymatique est un des très très grands mystères chimiques de la vie. Un des très très grands secrets, un des aspects chimiques essentiels de la vie. Et j'avais raconté en effet que je situais à peu près la révolution de cette chimie-là, de l'apparition des enzymes, à donc la découverte par Büchner, hein, qui a eu le prix Nobel en 1907, la découverte qu'on pouvait faire de la fermentation, comme le fait la levure, mais in vitro, c'est-à-dire avec du jus de levure, c'est-à-dire transformer du glucose en alcool et CO2 en absence totale de cellules, et donc qu'il existe au sein des organismes vivants des entités douées d'une puissance incroyable d'accélération des vitesses de réaction biologique. J'ai dit aussi qu'évidemment les enzymes ne sont pas des objets tout à fait curieux, ce sont des protéines. Et pour discuter un petit peu de comment on voit aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ce que c'est que la catalyse enzymatique, évidemment, et puis ensuite de voir toutes les réactions, les belles réactions que ces enzymes catalysent, très belles pour le chimiste qui est le plus souvent incapable de les reproduire à la fois dans ses rendements et dans ses vitesses. Donc, je me suis senti obligé, alors peut-être qu'il y a sûrement des choses que certains d'entre vous connaissent très bien, mais revenir à des choses assez fondamentales qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je suis obligé de revenir à ces protéines. Alors, les protéines, ce sont des molécules, vous savez, ce sont donc des acides aminés polymérisés, et il y a 36 façons de les représenter. Il y a une façon qui est très très utilisée, où l'on représente les hélices alpha et les feuillets bêta, et évidemment cette représentation donne l'impression d'un vide sidéral à l'intérieur des protéines, et évidemment quand on voit ça, la première réaction c'est de dire eh bien c'est normal que ces protéines soient capables de faire rentrer des choses, de les faire sortir, et là on est évidemment au cœur de la catalyse, parce que la catalyse c'est faire rentrer des substrats et faire sortir les produits avec des très grandes vitesses. Lorsqu'on fait des représentations en volume où les atomes, non seulement la chaîne principale mais les chaînes latérales sont représentés par des sphères qui est en gros les sphères de Van der Waals, eh bien on en a une toute autre image. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est au contraire extrêmement compact, fermé, avec beaucoup de matière. Et
si on regarde un peu la densité de remplissage d'un objet comme ça, on est de l'ordre de 0,7, 0,8. Et donc, ça ressemble à la structure hexagonale compacte d'un solide. On est plus près d'un solide avec cette densité de remplissage que d'un liquide. Et donc là, évidemment, se pose la question de savoir comment un tel objet peut faire rentrer des substrats et faire partir des produits, rentrer des molécules d'eau, enfin, etc. etc. Donc ça, c'est un premier point. Et ici, on voit par exemple un petit bout de substrat apparaître d'une enzyme. Et évidemment, on comprend que cette structuration-là permet une protection d'un site qui doit être très réactif. Néanmoins, il faut quand même y accéder. Le deuxième aspect, je reviendrai sur ces aspects de pénétration. Le deuxième aspect, c'est qu'à partir de là, il y a cette idée généralement admise que les protéines ont à l'intérieur constituent un milieu extrêmement hydrophobe. Et en général, c'est cette idée que les acides aminés hydrophobes s'accumulent au milieu, les acides aminés chargés à l'extérieur. Ici, c'est solvaté par le solvant, l'eau, et à l'intérieur, on a des interactions hydrophobes. Bon. Certes, le milieu est hydrophobe. D'ailleurs, si on essaye de mesurer des paramètres de type constante diélectrique de ce milieu, on arrive en effet à des valeurs d'epsilon qui sont inférieures à 10 dans les sites actifs. Et donc on est plus près d'un solvant organique, en effet, à l'intérieur de la protéine que de l'eau liquide, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement important. En même temps, et j'y reviendrai, et Aryeh Varchel a beaucoup travaillé sur... donc qui est en Californie, a beaucoup travaillé, et, y compris en utilisant les méthodes de la chimie théorique et de la dynamique moléculaire, dit attention, et je crois que vous allez voir de multiples exemples où en effet le milieu est hydrophobe, mais localement au niveau du site actif, il y a énormément de charges. Et le milieu, très localement où se passent les réactions, n'est pas si hydrophobe que ça. Il l'est en partie, mais il est extrêmement chargé, avec des charges plus et des charges moins. Et ceci va jouer un rôle, de mon point de vue, extrêmement important du point de vue de la catalyse. Alors, ce qu'on sait, bien sûr, c'est que ces images-là figées ne rendent pas compte de la réalité. La réalité, c'est une réalité qui est que les protéines respirent. Il y a des tas de mouvements qui permettent, en effet, les petites molécules, aux petites molécules de rentrer, de réagir à l'intérieur avec des réactifs, soit dans des réactions bimoléculaires avec un second substrat, soit avec des acides aminés du site actif. Ici, j'ai listé tout un tas de mouvements qui vont de la seconde jusqu'à la subfemtoseconde. Vous avez des vibrations de liaison, vous avez des fluctuations locales, donc des petits déplacements d'atomes. Vous avez des rotations de groupements méthyl, en particulier des acides aminés hydrophobes, avec ici les temps de réaction. Rotation de chaîne latérale en surface, mouvement de boucle, donc là on atteint des mouvements plus importants, des mouvements de boucle protéiques. Flexibilité de domaine, alors évidemment ici on est dans des échelles de temps qui sont plus petites, enfin plus grandes en temps, millisecondes, microsecondes. Et puis on va jusqu'à des mouvements qui sont plus lents, transition allostérique, isomérisation cis-trans de la proline, enfin tout un tas de mouvements qui font que ces objets sont tout à fait incroyables, c'est-à-dire que à la fois ils sont très compacts, et en même temps très flexibles, et compaction pour protéger les systèmes internes et flexibilité pour faire rentrer de façon extrêmement sélective les réactifs. Donc
de ce point de vue, ce sont déjà des objets qui sont assez fascinants, je trouve. Oui, ça c'est juste un point pour dire que j'utiliserai ce mot très souvent, mais il faut qu'on se mette d'accord. La protéine est un ensemble d'acides aminés, des centaines d'acides aminés, mais la réaction chimique ne se passe pas n'importe où sur cette protéine, elle se passe dans un lieu très spécifique où à la fois sont positionnés tous les éléments chimiques de reconnaissance et de fixation du substrat. Sinon, évidemment, on imagine que le substrat pourrait s'accrocher n'importe où. Et il s'accroche spécifiquement sur le site actif. Et le site actif contient aussi les éléments réactionnels, donc reconnaissance et réaction, les éléments réactionnels qui permettent la transformation du substrat. Donc c'est ça que j'appellerais site actif, c'est là où la réaction catalytique se produit. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on sait de ces accélérations ? En fait, ce qu'on constate, c'est que les vitesses de réaction enzymatique sont relativement homogènes. Vous voyez, tout se passe ici, en seconde moins 1, entre 50 et, le gros paquet ici, jusqu'à 5000. Hein, c'est 10 puissance 3. À l'inverse, les réactions non catalysées, vous voyez, ont des constantes de vitesse qui peuvent aller de 10 puissance moins 17 par seconde, c'est-à-dire des réactions d'une extrême lenteur, jusqu'à 10 moins 1. Vous voyez. Donc il y a ici 10 puissance 16. Donc 10 puissance 16 à comparer à 10 puissance 3. Hein. Donc la première remarque, c'est qu'évidemment, à cause de cela, on peut observer des accélérations qui sont phénoménales. Hein. Vous avez ici, vous avez des 10 puissance 12, ça c'est les facteurs d'accélération entre la vitesse non catalysée et la vitesse catalysée. Mais vous voyez que dans certains cas, vous avez presque 10 puissance 20, hein, ce qui est absolument incroyable. Alors, ce n'est pas si facile que ça d'établir de telles informations. Hein. Vous voyez bien qu'un chimiste qui s'intéresserait à cette partie-là de la réactivité, vous voyez, il s'intéresserait à des réactions qui ont une demi-vie de 10 puissance 9 années. Il n'a pas assez de sa carrière de chercheur pour étudier une réaction, puis ça n'aurait aucun intérêt, bien sûr. Il faut trouver... Et donc, dans beaucoup de cas, on ne connaît pas bien la vitesse de la réaction non catalysée, et donc il y a un certain nombre d'erreurs dans la littérature sur ce fameux facteur d'accélération. Lorsqu'on parle d'enzymes catalysées enzymatiques, on a l'impression qu'on parle d'un vieux truc. Non, je peux vous dire qu'il existe encore aujourd'hui des travaux très très bien publiés qui continuent à essayer de comprendre vraiment de combien se font ces accélérations, quels sont les rapports d'accélération, quelle est l'origine de cette accélération sur le plan structural et sur le plan de la réactivité. Et je vais vous montrer un exemple. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Et là, je vous cite un travail qui a été publié par Richard Wolfenden, qui est un des grands spécialistes de ces questions-là depuis des années. Et vous voyez, c'est un papier de 2008 dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis. Et il a pris cet exemple. Vous voyez, alors ça, c'est un magnifique métabolisme qui est impliqué dans la biosynthèse de l'hème, de la chlorophylle, des cytochromes, donc quelque chose d'extrêmement important, avec évidemment à chaque réaction chimique une enzyme qui a des propriétés tout à fait intéressantes. Et il s'est intéressé à cette enzyme UROD, donc l'uroporphyrinogène 3 décarboxylase, qui prend l'uroporphyrinogène 3, qui est un intermédiaire dans la voie de l'hème. Et comme vous le voyez, le macrocycle tétrapyrolique est déjà construit et il faut des réactions de décarboxylation pour aller plus loin. C'est UROD qui fait ça. Je rajoute juste qu'UROD... qu'il existe des maladies génétiques qui sont liées à
à l'inactivation de cette enzyme et qui s'appelle Porphyria cutanea tarda. Et en fait, il y a une très grande photosensibilité au niveau de la peau. Donc les gens ont des gros problèmes de boursouflure au niveau des parties les plus exposées au soleil. Et il y a aussi des problèmes assez sérieux au niveau du foie. Alors, comment on procède? La réaction enzymatique est étudiée. Classiquement, vous obtenez les paramètres qui sont importants, à savoir les constantes catalytiques. Vous voyez ici 0,16 par seconde. Km, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est quelque chose qu'on peut rattacher à l'affinité de l'enzyme pour ce substrat. Et peut-on étudier cette réaction de façon non enzymatique? Et comment? Alors, la première chose, c'est qu'on est dans un cas où on ne peut pas le faire. Parce que justement, ce substrat est extrêmement photosensible, fragile, et donc si vous devez attendre 10 puissance 12 ans avant de savoir la vitesse de la réaction, évidemment, ce n'est pas comme ça que Wolfenden a fait, mais en gros, il faut, et puis vous allez avoir besoin de chauffer, enfin bon. Donc, ces substrats-là ne peuvent pas être utilisés. Donc, il a fait quelque chose de très simple. Il a pris, vous voyez, dans la mesure où il n'y a pas de conjugaison entre les différents pyroles, il a pris cet acétate de pyrrole et il en a étudié la réaction. Donc, étudier la réaction, c'est-à-dire en faisant varier le pH, en faisant varier la température, et à partir de là, dans un domaine de température qui est indiqué ici, et ayant toutes ces informations thermodynamiques, il est capable de démontrer qu'en effet, il faut que l'acide carboxylique soit déprotoné, ce qui n'est pas étonnant, et il peut ainsi obtenir, en extrapolant à 25 degrés, parce que évidemment la plupart des réactions ont été étudiées à très haute température pour que ça aille plus vite, eh bien, il trouve une constante de l'ordre de 9,5 10 puissance moins 18 par seconde, ce qui fait une durée de vie de l'ordre de 10 puissance 9 ans. De mon point de vue, j'ai regardé ça assez en détail, c'est un des travaux les plus sérieux en matière de... et puis, vous voyez tous les points expérimentaux, et c'est la même chose pour la température, c'est un des travaux les plus sérieux qui permet de calculer très rigoureusement le facteur d'accélération, donc 10 puissance 17, donc un des plus élevés qui existe dans la littérature. Et ceci, j'y reviendrai, mais peut se traduire par un paramètre qui est l'affinité de l'enzyme pour un état de transition de l'ordre de 10 puissance moins 25 mol par litre. Ce chiffre-là, parce que c'est une constante de dissociation, exprime que cette enzyme est de façon fantastique, a une fantastique affinité pour un état de transition, c'est-à-dire un état du substrat un peu particulier, j'y reviendrai. Voilà. Alors, quand on dit accélération, on n'a rien expliqué, bien sûr, et donc la question c'est est-ce qu'on peut expliquer ça? Et juste un peu d'historique, Emil Fischer, 1894, c'est le concept clé-serrure. Ça ne dit rien, évidemment, sur l'explication, mais ça dit peut-être, y compris, des choses un peu fausses. En tout cas, ça dit les enzymes ont une affinité particulière pour un substrat donné. Bon, ça c'est vrai. En 1930, il y a des concepts j'y reviendrai, de déstabilisation de l'état fondamental. En fait, l'enzyme est construite pour conduire à un état du substrat qui le rend beaucoup plus réactif. Bon, sans doute la plus forte contribution dans l'histoire de l'enzymologie, c'est Pauling, qui parle de stabilisation de l'état de transition. Alors je vous laisse lire, mais et je traduis en même temps. Les enzymes sont des molécules qui sont complémentaires en structure, non pas au substrat, un peu comme on le dit dans le clé-serrure, mais au complexe activé de la réaction qu'elle catalyse, c'est-à-dire à la configuration moléculaire qui est intermédiaire entre les substances réactives et les produits de la réaction pour ces processus catalysés.
Voilà, et donc tout simplement, l'affinité de l'enzyme pour le complexe activé va conduire à une décroissance de l'énergie d'activation et donc à un accroissement de la vitesse de réaction. Vous voyez, c'est en 1948. La cristallographie des rayons X des protéines, évidemment, va constituer, quand elle va arriver, va constituer un outil formidable pour regarder un peu plus en détail ces concepts. Affinité pour le substrat, affinité pour le complexe activé, et simplement je mentionne que la première structure cristallographique d'une enzyme, c'est le lysozyme, et c'est 1965. Donc vous voyez, ça fait plus de 40 ans, mais on est encore avec ces questions. Voilà. Là, très rapidement, c'est juste parce que je parle d'état de transition, mais quelques schémas simples. Vous savez que pour des réactions enzymatiques très simples, un substrat donne un produit, une réaction monomoléculaire. Vous pouvez établir des schémas cinétiques simples et élaborer des fonctions mathématiques de la vitesse qui rendent à peu près bien compte de la réalité expérimentale. Et avec les schémas simples, le C, vous voyez, pour une réaction moléculaire, S donne P, et pour une réaction moléculaire mais catalysée par une enzyme, c'est une première étape de fixation du substrat sur l'enzyme et ensuite transformation pour donner le produit. On ne peut pas faire plus simple, il y a des choses beaucoup plus élaborées bien sûr, et on arrive à une fonction V, enfin, une vitesse en fonction de la concentration de substrat qui rend assez bien compte du fait que la vitesse augmente avec le substrat et qu'elle atteint une valeur maximale pour des concentrations de substrat élevées. C'est des choses extrêmement classiques. Ça va me permettre juste de discuter les deux grandes propositions qui sont faites, y compris encore aujourd'hui. Vous voyez, quand un substrat doit aller à P, eh bien, il passe justement par cet état activé, S étoile lorsque c'est la réaction non catalysée et ES étoile lorsque la réaction est catalysée. Et ici, ces valeurs, ce sont les enthalpies libres d'activation de la réaction non catalysée et catalysée. Un calcul très simple montre qu'on peut... Alors, autant on peut mesurer une affinité de l'enzyme pour le substrat. Ici, c'est la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat, et ça, on peut le faire expérimentalement. Autant, c'est impossible de mesurer l'affinité de l'enzyme pour l'état de transition, que j'ai appelé KT. C'est un état qui est mal défini, qui a très haute énergie, et on ne peut pas faire des expériences en prenant l'état de transition avec l'enzyme et faire des mesures d'équilibre thermodynamique. C'est totalement impossible. Par contre, on peut obtenir des valeurs de cette constante indirectement en connaissant la constante de vitesse de la réaction non catalysée, la constante de vitesse de la réaction catalysée, l'affinité pour le substrat, et on en déduit KT, et c'est bien ainsi que cette valeur a été obtenue dans le cas de cet article de 2008. C'est une mesure indirecte connaissant les trois autres paramètres. Alors, à partir de ça, en gros, on retrouve les deux théories. D'une part, l'enzyme participe à baisser cette barrière, donc plus cette barrière est basse et plus les molécules S vont pouvoir passer de l'autre côté de la montagne, soit on a une déstabilisation de l'état fondamental, qui était un peu ce qu'avait annoncé Haldane. Alors, il y a eu beaucoup de travaux pour démontrer qu'il y a de la déstabilisation de l'état fondamental. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'enzyme produit un milieu qui rend le substrat beaucoup plus réactif. On sait depuis longtemps qu'il y a des effets de milieu sur les réactions. Je donne juste cet exemple. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais en gros, c'est une réaction toute simple. Substitution nucléophile, chlorure plus CH3Br donne CH3Cl plus bromure, et il y a eu 36 études là-dessus, et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, entre une réaction qui se produit en phase gazeuse, vous voyez, ça c'est les vitesses relatives 1, et par exemple dans le DMF, un solvant,
on passe à 10 puissance moins 11. Hein, d'accord, donc il y a des effets drastiques de solvant, et en gros, l'idée c'est que la solvatation du substrat protège le substrat, ralentit massivement les réactions, et donc l'idée c'était que l'enzyme fournit un milieu qui se rapproche de ce qui est ici, d'un milieu type phase gazeuse, et que évidemment, comme on peut le voir ici, c'est une des contributions de l'accélération des vitesses. Bon, en réalité, ce concept-là a été assez régulièrement débattu et remis en cause parce qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Donc la contribution de ça est très faible, et en particulier parce que si c'était ce qui se produisait au niveau du substrat, eh bien, il se passe la même chose au niveau de l'état de transition. Hein, c'est-à-dire que s'il y a désolvatation par l'enzyme, l'état de transition est aussi désolvaté. Donc c'est un argument qui ne tient pas beaucoup. Et puis par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on augmente cette valeur-là, ce niveau-là, qu'on change quelque chose à la barrière d'activation. Donc la contribution est assez faible. Pour revenir à maintenant le concept de stabilisation de l'état de transition, ça c'est quelque chose qui a été assez fonctionnel, en particulier du point de vue par exemple, du point de vue de la recherche d'inhibiteurs d'enzymes, parce que si en effet une enzyme est particulièrement douée pour interagir avec un état de transition, c'est qu'on peut imaginer des molécules qui ne ressemblent pas au substrat, mais qui ressemblent à l'état de transition et qui vont bloquer le processus enzymatique. Ça a eu dans l'histoire de la découverte des médicaments, ça a été une démarche extrêmement profonde et extrêmement riche, où les chimistes organiciens se sont attachés pour faire des inhibiteurs sélectifs d'enzymes, non pas à faire des molécules proches du substrat, mais à faire des molécules proches de l'état de transition. Alors c'est un exercice difficile, parce que l'état de transition, à nouveau, c'est un état qu'on ne peut pas isoler, qui est à très haute énergie, et donc on n'en a pas la structure, par exemple, cristallographique, et donc il faut imaginer ce que peut être un état de transition. Je donne cet exemple, il y en a plein, c'est un exemple assez historique, hein, c'est l'exemple de la cytidine des aminases qui transforme par réaction avec l'eau donc la cytidine, ce ribonucléoside, en uridine, avec des parts d'une molécule de NH3. C'est une protéine à zinc. Alors, comme vous l'avez sans doute vu dans le cours de cette année, je vais beaucoup parler des métaux, et dans les prochains cours, j'introduirai ce que je vois d'intéressant dans la partie bio-inorganique du vivant. Mais ici, c'est un exemple simplement d'ion Zn2+, qui joue comme rôle... qui joue un rôle d'activateur de la molécule d'eau. C'est un excellent acide de Lewis, ça déprotonne, ça polarise les liaisons oxygène-hydrogène ici, et donc c'est plutôt un OH- dans le site actif qui attaque, c'est ce qu'il faut. Mais si on écrit le mécanisme, et là il y a eu le même type d'étude que ce que Wolfenden a fait, vous voyez que les gens écrivent un état de transition qui ressemble à ça, hein, dans lequel vous avez un carbone sp3 maintenant, qui porte deux hétéroatomes, un azote, un oxygène, OH, NH2. Et là aussi, vous voyez que l'affinité de l'enzyme pour l'état de transition est aussi une très très grosse affinité, 10-16 M. Voilà. Donc si on pense à ce carbone ici, sp3, eh bien, on peut imaginer que des molécules qui auront un carbone sp3 et peut-être certaines caractéristiques chimiques sur ce site vont être de très très bons inhibiteurs. Et effectivement, et ce que je dis donc va montrer que, valide le concept de stabilisation de l'état de transition, et en même temps l'approche inhibiteur
analogues d'état de transition. Voyez par exemple ici l'acétidine, le substrat, constante de dissociation de l'enzyme, 5 puissance moins 5 molaires. Si on regarde cette molécule, molécule de synthèse dans laquelle vous avez un carbone, sp3 ici, un OH, vous n'avez pas de NH2 ici, parce que le NH2 est la structure proposée pour l'état de transition. Celui-ci est stable, enfin cette molécule est stable, et donc on peut en étudier les caractéristiques thermodynamiques, notamment dans la liaison avec l'enzyme. Et vous voyez, on trouve ici, non pas 10-16, mais on trouve 10-12, ce qui est une très très bonne affinité. Et cette molécule est un très bon inhibiteur. Un autre exemple, on peut y mettre un phosphore plutôt qu'un carbone, et on trouve des affinités qui sont tout à fait intéressantes. Voilà. Donc, des choses comme ça valident ce concept de stabilisation de l'état de transition et aussi ouvrent la perspective d'une stratégie rationnelle, cohérente d'invention d'inhibiteurs d'enzymes. Ici, mais je vais le redire, je reviens à ce que je soulignais quand je parlais du caractère hydrophobe des enzymes, des protéines, et de la remarque d'Arié-Varchel qui dit attention, c'est hydrophobe, mais c'est surtout très polaire au niveau du site actif. Vous voyez ici le site du substrat. Hein, vous avez en fait les cristallographes ont obtenu une structure de l'enzyme avec l'inhibiteur fixé. Hein, vous voyez, cette molécule-là, c'est la même que celle-là. Et comme vous pouvez le voir, non seulement il y a un ion Zn2+ ici, mais vous remarquez que on a des carboxylates de glutamate ici, on a des asparagines, enfin on a un milieu qui est très chargé et qui n'est pas du tout hydrophobe. Et ça, c'est une constante assez générale. Voilà. Oui, autre explication qui est donnée, il y a des effets anthropiques. Pour expliquer la stabilisation de l'état de transition. En gros, vous voyez, lorsqu'on a une réaction bimoléculaire, S plus R donne P, alors le R pouvant être un substrat extérieur ou un substrat interne. Mais si on a une réaction bimoléculaire, vous voyez qu'une réaction qui passe par un état de transition où S et R sont associés va avoir un delta S plus grand, hein, qu'un système dans lequel on part déjà du complexe où le substrat, le réactif est présent dans l'enzyme et qui passe par la barrière d'activation ici, qui est représentée ici. Donc, c'est cette hypothèse. Alors, vous voyez ce concept-là, les chimistes, avec des tout petits modèles, l'ont démontré. Enfin, il y a 36 exemples, j'en montre un ici. Vous voyez ici la formation de cet anhydride. Selon que c'est une réaction bimoléculaire, vous voyez, où ce carboxylate attaque cet ester pour donner le produit, constante de vitesse 10-6, seconde moins 1, molaire moins 1, lorsque les deux réactifs sont dans la même molécule, vous avez une constante de vitesse 0,8 par seconde qui se traduit par une concentration effective dans cette molécule de l'ordre de 2 puissance 5 m. Donc, c'est l'introduction de l'intramolécularité au sein des enzymes, hein, peut contribuer à stabiliser par un effet purement anthropique l'état de transition. Alors, il y a eu beaucoup de calculs faits autour de ça, mais disons qu'au grand maximum, c'est 5 kcal par mol, et je vous ai dit tout à l'heure que pour expliquer les plus grandes vitesses, il faut arriver à 20-25 kcal par mol. Donc ce n'est qu'une petite contribution de la baisse de l'énergie de transition. Les gros effets sont des effets enthalpiques. Ce sont des effets enthalpiques, et on va le voir avec quelques exemples concrets. Les effets enthalpiques, c'est que vous avez une pré-organisation des réactifs au sein
du site actif qui fait que l'enzyme sélectionne les molécules de substrat qui sont parfaitement adaptées à une attaque par des réactifs qui sont positionnés sur l'enzyme. Là aussi, on voit ça dans des réactions modèles. À nouveau, formation d'anhydride par attaque d'un carboxylate sur un ester. Vous voyez, lorsque le bras qui lie les deux parties réactives est plus flexible, vous avez une constante de vitesse de 1. Lorsque vous rigidifiez ce bras en approchant mieux et en forçant le carboxylate, à être proche de l'accepteur, vous avez 10 puissance 5 de plus en termes de vitesse. Donc vous voyez, une toute petite modification de positionnement des réactifs peut faire un gros effet. Et il y a, disons que dans beaucoup d'enzymes, le complément, à la louche, le complément des quelques kilocalories par mol de l'effet anthropique, c'est 10 à 15 kilocalories par mol qui sont liés à cet effet de préorganisation des réactifs. Alors je reviens juste sur ce schéma-là qui est important. C'est ce que dit Harrier-Varchel, qui est la chose suivante. Les enzymes travaillent essentiellement par stabilisation électrostatique. Et des calculs, cela dit, des calculs ont montré que la stabilisation de type ion-dipôle fournie par un solvant comme l'eau est à peu près la même que la stabilisation fournie par les groupements et les dipôles, les groupements chargés et les dipôles au sein d'un site actif. Donc qu'est-ce qui fait que, si je me limitais à ça, on conclurait que la réaction non catalysée serait aussi rapide que la réaction catalysée. Mais en réalité, la moitié de cette énergie ici dans l'eau est utilisée pour la réorganisation du solvant lorsqu'on passe de l'état fondamental à l'état activé. Alors qu'à l'inverse, dans l'enzyme, les dipôles sont déjà préorganisés et donc l'enthalpie libre d'activation ici a une certaine valeur qui est indiquée delta G Q mu, mais ici l'enthalpie libre d'activation de cette réaction dans l'eau, c'est-à-dire hors de l'enzyme, a non seulement delta G Q mu, la même qu'ici, mais également un paramètre qui peut être très très important et qui est lié à l'organisation des dipôles pour atteindre l'état le plus favorable pour la stabilisation de l'état de transition. Si on est d'accord avec ça, à ce moment-là, on comprend parfaitement pourquoi on n'a rien compris à l'origine de la catalyse enzymatique et des accélérations fantastiques, parce qu'en réalité, toute cette énergie, elle ne vient pas de cette étape-là, elle vient en amont du fait qu'au moment du repliement de la protéine, qui produit l'objet avec les dipôles et les charges parfaitement bien positionnées, c'est à ce niveau-là que toute l'énergie nécessaire à la catalyse est consommée. Donc ça, c'est effectivement assez perturbant parce que quand on arrive à cette conclusion, on se dit que ce qui est important pour comprendre la catalyse, ce n'est pas de passer, comme l'ont fait des centaines et des milliers de gens, à étudier cette partie-là, mais ça serait d'étudier cette partie-là qui est plus difficile et qui a été relativement peu étudiée. Parce que c'est là que tout se joue dans le positionnement des réactifs qui vont
ensuite stabiliser l'état de transition. Voilà, quelques exemples pour montrer donc, très rapidement ce positionnement des réactifs. Voilà, un exemple, triose phosphate isomérase, c'est une réaction extrêmement simple. Vous voyez, vous avez un site basique qui déprotonne, formation d'une double liaison, d'un énol, avec don d'un proton, d'un donneur de proton A. On passe par cet intermédiaire, et ensuite, le A- récupère le proton. Qu'est-ce qui se... Non. Ensuite, c'est une attaque de la double liaison sur BH. Alors, voilà, ce sont les structures que je vous avais montrées tout à l'heure. Simplement vous dire que, en effet, les enzymes font attention à protéger leur substrat. Ici, il y a une boucle il y a une boucle protéique qui a été mutée. Le résultat, c'est que, vous voyez, une fois qu'on a enlevé un morceau de protéine dans la partie bleu clair, on voit un peu mieux le substrat. Et cette enzyme-là continue à être active, mais il y a pratiquement un facteur 10 puissance 5, 10 puissance 6 de perte d'activité enzymatique. Donc la notion de protection du substrat est importante. En plus, cette boucle ne porte pas les éléments réactifs. Donc il y a bien quand même cet élément de protection. Si on zoome sur la partie, eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un magnifique positionnement de deux éléments qu'on voit sous différents formats. Ici, un glutamate, une histidine. Ici, le substrat. Là, on zoome, le substrat est là. Le glutamate est parfaitement positionné pour arracher un atome d'hydrogène. L'histidine, ici, a un pK tel qu'elle est protonée et que c'est tel qui va donner le proton. Voilà, tel que c'est représenté ici. Donc là, on a, vous voyez, une image à la fois d'une part que, à nouveau, quand on dit une protéine, c'est un milieu hydrophobe, oui, globalement oui, mais très localement, vous voyez, ce sont des entités extrêmement hydrophiles, au contraire, et c'est là que tout se joue. Autre exemple, le fameux lysozyme. Le lysozyme, c'est une enzyme qui hydrolyse des polysaccharides. Ici, c'est l'exemple d'un hexasaccharide. C'est une des toutes premières structures aux rayons X d'une protéine avec son substrat, qui est représenté ici. Et là encore, même remarque, les choses ensuite ont été validées par mutagénèse dirigée. Voilà, vous avez un glutamate, donc c'est cette liaison carbone-oxygène qui va se casser. Ça va développer une charge moins ici, une charge plus ici. Cette charge plus va être ensuite attaquée par un OH-, et c'est l'ensemble de ce glutamate ici qui est parfaitement positionné et de cet aspartate qui vont contribuer à déprotoner l'eau, à stabiliser le delta- qui apparaît ici. Le delta+ qui apparaît ici dans l'état de transition va être stabilisé par l'aspartate. Tout ça est représenté également ici. Vous voyez l'aspartate, le carbone+, la stabilisation par des liaisons hydrogène du O-. Enfin, tout est magnifiquement positionné pour faire cette attaque et cette accélération. Je reviens à Urodé. Une structure rayons X récente montre la même chose. Ici, c'est le substrat naturel. Ce n'est plus la fameuse l'acétate de pyrrole que je montrais, c'est la molécule substrat. Et ici, vous avez un oxygène d'un aspartate. Et là aussi, vous avez un positionnement. Bon, je ne vais pas le dire 10 fois, mais on retrouve ça. Un aspartate qui va être l'accepteur qui va être le donneur de protons. Et ici, une arginine qui va permettre la déprotonation du carboxylate. On a montré qu'il fallait que la fonction acide ici soit déprotonée pour qu'il y ait ce basculement et cette libération de CO2, ce basculement de doublé et cette libération de CO2. Vous voyez, on peut faire des réactions qui sont extrêmement lentes
quand elles sont non catalysées avec une très très grande vitesse, avec peu de réactifs. Vous voyez ici, en gros, il faut un arracheur de protons et ici un donneur de protons. C'est normal pour une décarboxylation ici, mais on pourrait se dire, dans ce cas-là, si c'est si simple, pourquoi on s'encombre d'une énorme protéine? Là, c'est pour des tas d'autres raisons. Néanmoins, ce que fait la protéine, c'est en effet de positionner parfaitement bien ces deux réactifs pour faire la réaction. Mais encore une fois, ce n'est pas là que réside la catalyse, l'énergie de la catalyse. L'énergie, elle est dans l'énergie dépensée pour construire cet objet où ces deux réactifs sont parfaitement bien positionnés dans l'étape de folding, de repliement de la protéine. Voilà, ça c'est un exemple non publié du laboratoire. Il s'avère qu'on s'intéresse, c'est une magnifique structure, je me permets de le dire, c'est une magnifique structure d'une enzyme de modification des ARN de transfert qui s'appelle MIAA. Bon, vous savez peut-être, mais les ARN de transfert, donc une grande famille de molécules biologiques avec des rôles extrêmement importants, notamment dans l'étape de traduction des protéines, ces ARN subissent tout un tas de transformations, en particulier au niveau des bases nucléiques, des transformations qui ont été relativement peu étudiées jusqu'à présent, de façon assez étonnante, peut-être à part quelques réactions de méthylation. Et donc, il y a des chimies absolument fabuleuses là, dans ce métabolisme-là, et en particulier des chimies redox. Je crois que j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais ici, ce n'est pas une chimie redox, c'est une substitution ici nucléophile à partir du DMAPP, ici, diméthylallyl pyrophosphate, pour donner cette alkylation sur l'amine. Donc là, c'est une réaction bimoléculaire. Vous voyez, jusqu'à présent, j'ai simplifié avec un substrat. Ici, il y a deux substrats. Eh bien là, c'est la même chose. Hein. C'est un objet énorme maintenant, puisque vous voyez la protéine ici, et vous voyez l'ARN de transfert. Ici, il s'avère qu'il y a un domaine de la protéine qui s'écarte et qui revient pour pousser ici le bas c'est d'ailleurs la partie anticodon de l'ARN, qui fait que cette adénine qui va être transformée est poussée à l'intérieur du site actif. Vous voyez, elle est là, cette adénine. Alors que normalement, elle devrait être par là, dans le tRNA seul, est ici. Et comme vous pouvez peut-être le voir là, voilà. Vous avez un canal dans lequel vous avez le DMAPP ici, et vous avez l'adénine qui est rentrée dans le canal. Et là, vous avez cette amine positionnée à une distance tout à fait excellente pour faire une substitution nucléophile sur ce carbone et récupérer la partie diméthylallyle pour donner le réactif. Donc là aussi, l'enzyme est telle que quand les substrats sont rentrés, tout est parfaitement bien positionné pour ça. Je voudrais passer maintenant à un autre exemple d'accélération de réaction sur une chimie qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Tous les exemples que je vous ai montrés, c'était une chimie non redox. Et là, je vais vous parler d'une chimie sur laquelle nous travaillons beaucoup plus au laboratoire, une chimie radicalaire, et qui implique ici un cofacteur, un magnifique cofacteur organométallique, l'adénosylcobalamine, qui est une des formes de la vitamine B12, qui contient un atome de cobalt et une partie organique complexe, qui a été découverte en 1958 par Barker, et la structure de ce cofacteur a été établie en 1961 par Hodgkin. C'est un des très 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 rares cas d'entités organométalliques dans les systèmes vivants. Organométallique, je le définis par le fait que vous avez ici une liaison non pas métal hétéroatome, mais métal carbone. Vous avez ici une liaison cobalt-carbone. Ici, la représentation m'a imposé de faire une liaison très longue, mais elle n'est pas si longue que ça.
bien sûr. Et alors, la façon dont ces systèmes fonctionnent, c'est, et ça c'est assez bien établi, c'est par cassure de la liaison cobalt-carbone, elle se casse, de façon homolytique, c'est-à-dire que le cobalt devient cobalt 2, et vous créez un radical organique sur ce carbone. Je le dis tout de suite, ce radical intermédiaire n'a jamais été observé. Et je reviendrai sur cette idée-là. Ce radical attaque l'atome d'hydrogène ici, du substrat. Donc ce sont des réactions, vous voyez, d'isomérisation. Le X, qui est sur le carbone bêta, passe sur le carbone alpha. Et pour ce faire, ça passe par des entités radicalaires, arrachement d'un atome d'hydrogène. C'est parce que ce carbone devient radicalaire que le X peut basculer de l'autre côté, et ensuite ce carbone radicalaire récupère l'atome d'hydrogène qui avait été pris dans cette première étape, et on revient à cet intermédiaire-là qui est en équilibre avec l'adénosylcobalène. Donc la clé de ces réactions, c'est ça. C'est la cassure de la liaison cobalt-carbone. L'énergie de cette liaison est de 30 kcal par mol. Donc si vous mettez ce cofacteur dans l'eau, il faut attendre plusieurs années avant de le voir casser. Vous voyez, la constante de vitesse de cette réaction, elle est de 3,8 10 puissance 9 par seconde. Donc temps de demi-vie, 6 ans. Voilà. Quand on regarde les enzymes, on s'aperçoit que les vitesses de cassure sont de l'ordre de 100 à 500 par seconde. Donc, c'est des réactions qui se passent dans la milliseconde. Donc, accélération fantastique de cassure de ce cofacteur. 10 puissance 12, ça veut dire une déstabilisation de 17 kcal par mol de la liaison cobalt-carbone. Comment ça se produit ? Il s'avère que... il y a eu des... Donc, lorsqu'on met le cofacteur dans l'enzyme, on peut se dire qu'il va se passer des choses qui vont montrer que le cofacteur est déstabilisé. La réponse est non. S'il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de déstabilisation. Il y a eu des mesures infrarouges de la liaison cobalt-carbone, qui tourne autour de 420 cm-1. Ça change de quelques cm-1, mais ça n'explique pas. Ici, vous voyez la partie... Le ligand benzimidazole là, qui se fixe en 6e position sur le cobalt, elle n'est pas maintenue dans cette enzyme. Vous voyez qu'elle est maintenant plus loin, le cobalt est là, elle est ici, et il y a tout un tas d'interactions. C'est une forme d'ancrage du cofacteur. Et à la place, on ne le voit pas ici, s'il y a une histidine. Une histidine, toujours un ligand azoté, mais ce n'est pas le benzimidazole. Alors les gens se sont demandé, c'est peut-être là que se passe une déstabilisation. La réponse est non. L'histidine ne fournit que peut-être 1 ou 2 kcal par mol de déstabilisation, mais pas plus. Voilà. Le fait est que l'accélération se passe lorsque vous rajoutez le substrat, et c'est un exemple je crois, un magnifique exemple de ce qu'on appelle un couplage cinétique. Lorsque vous ajoutez le substrat, instantanément, et vous pouvez suivre ça à la fois en regardant la formation de cobalt-2 par spectroscopie UV visible, ou en regardant par résonance paramagnétique électronique, parce que lorsque vous créez ce radical, lorsque vous êtes dans la voie vers le produit, vous avez des entités cobalt-2 qui sont spin-ennemies, c'est-à-dire qu'il y a un électron célibataire et un radical spin-ennemi, un électron célibataire, et si ces deux entités ne sont pas trop loin, ce qui est le cas ici, parce que vous voyez, le cobalt est là, et ça c'est un modèle, le radical qui serait formé se retrouverait ici, c'est une distance de l'ordre de 6-7 angstroms, ça suffit pour observer dans le signal RPE un certain nombre de caractéristiques, je ne veux pas y rentrer, qui prouvent qu'on est dans un état où il y a eu cassure de la liaison cobalt-carbone. Alors, encore une fois, on n'est pas dans l'état cobalt-2 avec ce radical, le premier, qui n'a jamais été observé, mais ce qu'on observe, c'est des entités qui sont un peu plus loin, mais qui valident le fait qu'on soit passé par quelque chose comme ça.
Et pour montrer qu'on a vraiment un couplage cinétique, on a cette chose assez extraordinaire, que vous avez un effet isotopique en marquant, non pas le cofacteur lui-même, mais en marquant le substrat. C'est-à-dire que lorsque le substrat est marqué, enfin, avec son atome d'hydrogène qui va être arraché par un deutérium, vous avez un KH sur KD qui est plus grand que 20. Et donc, comment est-il possible que la vitesse de cassure de cette liaison cobalt-carbone dépende du fait qu'il y a un deutérium sur une autre molécule? Ça, c'est assez troublant. La seule explication, c'est effectivement qu'il y a un mécanisme concerté, à savoir que la cassure de la liaison cobalt-carbone et l'arrachement de l'atome d'hydrogène est un mécanisme concerté, se fait en même temps. Et ce qu'on doit considérer, c'est non pas la cassure de la liaison cobalt-carbone pour donner ça, avec une entité ici qui a très haute énergie et qui explique les 30 kcal par mol, mais plutôt la cassure de la liaison, et en même temps, on ne passe pas par là, vous voyez ici c'est cassure, intermédiaire 5'-déoxyadénosyle, puis arrachage, non, plutôt une réaction qui va directement au produit radicalaire et qui explique l'effet énorme, l'effet isotopique énorme. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir un substrat peut accélérer une réaction comme ici le facteur adénosylcobalamine qui implique la cassure d'une liaison très stable, 30 kcal par mol. Voilà. Pour introduire l'exposé de Patrick Bertrand, qui va nous parler alors peut-être de ce qui est, du point de vue chimique, dans les systèmes vivants, ce qu'il y a de plus complexe, ce qui sont les transferts d'électrons et les réactions redox. Je voudrais juste dire deux, trois choses. Bon, la première, c'est que on sait maintenant depuis, 1960 au moins, qu'il y a des transferts d'électrons qui se font dans les systèmes biologiques, qu'ils se font à longue distance, parce que pendant longtemps, le transfert d'électrons, c'était comme toute réaction chimique. Les réactions se pensaient au contact d'un donneur et d'un accepteur. Il y avait transfert d'électrons, et Marcus avait bien élaboré la théorie pour expliquer ces transferts d'électrons. Mais là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, parce qu'on est dans des systèmes figés où les donneurs et les accepteurs sont éloignés. Or, les électrons peuvent passer dans ces conditions-là, et peut-être Patrick vous fera admirer en quoi une protéine, au-delà de toutes les propriétés que j'ai essayé d'évoquer, est un magnifique conducteur d'électrons qui permet en effet de balancer des électrons avec des intermédiaires ou pas, mais sur des longueurs qui peuvent atteindre 30, 35, 40 angstroms de distance et qui permet en effet des électrons de passer d'un côté d'une barrière membranaire à l'autre. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Juste quelques exemples. Par exemple, la photosynthèse et la fixation de carbone ou la réduction de l'hydrogène. Vous savez que le photosystème donc, est capable de transformer de l'eau en oxygène. Les électrons qui sont récupérés parcourent des distances extrêmement grandes pour aller alimenter, pour aller réduire le CO2 ou, dans certains cas, pour aller réduire des protons en hydrogène. Bon, pas la peine de détailler ceci. Vous avez, dans des systèmes comme des hydrogénases qui catalysent l'interconversion entre hydrogène et protons, dans un sens ou dans un autre, vous avez un site actif ici dans lequel les électrons doivent arriver, et ceci se fait via une chaîne de transfert d'électrons qui parcourt donc plusieurs dizaines d'angstroms. Et évidemment, ceci est absolument capital parce que, comme vous le voyez, le site actif est très protégé à l'intérieur de la protéine. Ça, on va... Oui. Bon, je voudrais juste... Voilà.
juste dire ça. Bon, peut-être ça me prendra un peu trop de temps. Tu vas parler de ça, Patrick ? Bon. Voilà, donc je vais laisser la place à Patrick Bertrand. La théorie des transferts d'électrons dans les protéines a fait l'objet de débats extrêmement sérieux, extrêmement intenses, avec des théories contradictoires. Et donc Patrick va nous en parler. Moi personnellement, même si la grande question c'est lorsque vous avez un donneur, un accepteur dans une protéine, est-ce que la vitesse des transferts d'électrons ne dépend que de la distance, dépendance que Marcus lui-même, je crois, n'avait pas jamais étudiée, enfin en tout cas dans le détail, ou bien est-ce qu'il y a des chemins privilégiés à l'intérieur de la protéine pour faciliter les transferts d'électrons. Là encore, je dirais, dans les deux cas, pour moi, ça signifie que les protéines sont un milieu absolument exceptionnel, soit un milieu conducteur homogène pour ceux qui sont les partisans de cette théorie, à savoir qu'il n'y a qu'une dépendance en fonction de la distance, parce que là, on a vraiment des possibilités de faire recouvrir les fonctions d'onde du donneur et de l'accepteur sur des très longues distances, et qui permet des vitesses qui sont quand même très rapides. Soit, s'il y a des chemins particuliers, c'est encore la preuve que la protéine est un milieu qui peut fournir des conditions tout à fait particulières qui permettent, là aussi, à travers ces chemins particuliers, de réaliser des réactions à la fois contrôlées et très rapides. Voilà, j'espère que vous aimerez les protéines et les enzymes, parce qu'on va en parler ensuite de façon plus concrète, avec des réactions chimiques que, personnellement, je choisirais parmi les plus fascinantes dans le domaine vivant. Et je laisse la parole donc à Patrick. On peut peut-être s'arrêter 5 minutes, respirer 5 minutes, et ensuite Patrick prend la suite. Merci.